Vous écoutez On lit pour vous. Pourquoi les humains ont-ils tous des visages si différents alors que les autres animaux se ressemblent? Un texte de la rédaction paru le 13 juillet 2026 dans Futura Science. Deux inconnus ne se ressemblent jamais vraiment, alors que deux merles paraissent identiques. Pourquoi les humains affichent-ils une telle diversité de visages quand tant d'espèces animales semblent taillées sur le même modèle? La réponse tient à notre regard et à notre culture. La question paraît évidente, mais elle cache un piège. Difficile pour nous d'y répondre avec objectivité. Comme le souligne le biologiste Stuart Blackman, nous apparaissons probablement tous semblables aux yeux de la plupart des animaux. L'impression que les autres espèces se ressemblent toutes pourrait donc n'être qu'un effet de notre propre perception. Il n'empêche, l'idée recèle sans doute une part de vérité, et son explication en dit long sur ce qui nous distingue. Une espèce qui reconnaît par le regard. Le premier élément de réponse tient à notre mode de reconnaissance. Les espèces très sociales doivent être capables d'identifier les individus qui les entourent. Or, beaucoup d'animaux y parviennent grâce à leur odorat, là où l'humain se fie avant tout à la vue. Ce n'est pas un hasard si les chimpanzés, eux aussi à dominante visuelle, présentent également des visages très variables. La diversité de nos traits irait donc de pair avec l'importance que notre espèce accorde au sens visuel pour se reconnaître. Quand la culture façonne les visages, un second facteur entre en jeu. L'humain est une espèce culturelle. Nos critères de beauté n'ont rien d'inévitable sur le plan biologique et évoluent au gré des époques et des lieux, au rythme des modes. Ce mécanisme a pourtant des conséquences concrètes. Lorsque certains traits deviennent désirables, ils finissent par être sélectionnés biologiquement. Les variations des préférences culturelles sont ainsi considérées comme l'un des moteurs des différences physiques et faciales entre les populations des différentes régions du monde. Notre diversité de visages serait donc autant le fruit de notre culture que de notre biologie. C'était « Pourquoi les humains ont-ils tous des visages si différents alors que les autres animaux se ressemblent ?» Un texte de la rédaction paru le 13 juillet 2026 dans Futura Science. Bouger quelques minutes chaque heure réduirait le risque de mourir d'un cancer. Un texte de l'agence Science Presse, paru le 22 juillet 2026, dans InfoBref. Les chercheurs savent depuis longtemps que passer beaucoup de temps assis de manière ininterrompue a des effets négatifs sur la santé. Au début du mois, une équipe internationale a conclu que le fait de rester assis pendant plus de 30 minutes était associé à un risque plus élevé de mourir d'un cancer. Leur étude a été publiée dans la revue PLOS Medicine. L'étude montre toutefois que le simple fait d'interrompre chaque heure passée assis par quelques minutes d'activité légère réduirait ce risque de 19%. Pour arriver à ces résultats, les chercheurs ont suivi 91 000 adultes au Royaume-Uni. Ils leur ont demandé de porter au poignet, pendant 7 jours, un moniteur d'activité physique. Dans une publication sur Facebook, le médecin urgentologue québécois Alain Vadeboncoeur a souligné que les scientifiques ignorent encore quel mécanisme biologique expliquerait le lien entre les périodes prolongées d'inactivité et le cancer. Il suspecte
que ce serait lié au processus métabolique et plus particulièrement aux muscles. Quand les muscles ne travaillent pas, explique le docteur, la régulation du glucose devient moins efficace, ce qui pourrait augmenter les niveaux d'insuline et l'inflammation, affaiblir le système immunitaire, favoriser l'accumulation de graisse. Tous ces facteurs peuvent influencer sur le développement des cancers. Bouger, même brièvement, interromprait temporairement ce processus. Les auteurs de l'étude notent toutefois que, même si leur analyse a permis d'observer une association entre le cancer et les périodes prolongées et ininterrompues de sédentarité, elle ne suffit pas pour conclure à un lien de causalité. D'autres facteurs pourraient expliquer cette association, comme l'état de santé des participants, leur alimentation ou leur style de vie. Mieux vaut, malgré tout, éviter de rester assis longtemps sans bouger, souligne une publication de Harvard Health Publishing consacrée à cette étude, la division d'édition grand public de la faculté de médecine de Harvard. Régler une minuterie pour se rappeler de bouger un peu peut être une bonne option. C'était « Bouger quelques minutes chaque heure réduirait le risque de mourir d'un cancer », un texte de l'agence Science Presse, paru le 22 juillet 2026 dans Info Bref. Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 25 août. En 1914, sac et incendie de Louvain. Au début de la Première Guerre mondiale, les troupes allemandes incendient et pillent la ville universitaire belge de Louvain, détruisant notamment sa célèbre bibliothèque et ses manuscrits anciens. Plusieurs centaines de civils sont exécutés au cours de ces représailles. Cet épisode, largement relayé par la presse alliée, devient un symbole des atrocités allemandes en Belgique. Il contribue à mobiliser l'opinion publique internationale contre l'Allemagne. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 25 août. Un nouveau réseau social québécois rejette le doom scrolling, un texte de Félix Côté, paru le 3 août 2026 dans Info Bref. Livio est un réseau social récemment lancé qui, contrairement à des réseaux comme Facebook, Instagram et TikTok, n'utilise aucun algorithme sélectionnant le contenu présenté à chaque utilisateur selon le contenu que l'utilisateur a consulté auparavant. L'utilisateur ne voit dans son fil que les contenus de ses amis et des comptes auxquels il s'est abonné. Il n'y a aucune publicité. L'objectif était de créer une application sociale au fonctionnement familier, mais sans le défilement infini et addictif des plateformes traditionnelles, explique à Info Bref Alexis Bossé, créateur de Livio. L'idée de départ, vaincre la dépendance au réseau. Alexis Bossé explique que, comme beaucoup de personnes, il était accro aux réseaux sociaux et y consacrait beaucoup d'heures par semaine. L'entrepreneur de 21 ans, étudiant à l'UQAM, a tenté plusieurs solutions pour réduire le temps qu'il passait quotidiennement sur les réseaux. J'ai d'abord essayé de m'imposer des limites de temps, puis, quand ça n'a pas fonctionné, j'ai supprimé de mon téléphone toutes les applications de réseaux sociaux.
mais rapidement, il s'est senti isolé. Le problème avec la plupart des réseaux sociaux est qu'ils mélangent le divertissement numérique aux relations sociales, remarque-t-il. Un réseau sans algorithme ni publicité. Alexis Bossé a développé Livio à partir de zéro, sans s'appuyer sur un modèle ou sur une plateforme existante. C'était pour moi la meilleure façon d'être libre dans mon idée, explique l'entrepreneur. Pour lutter contre le doom scrolling, que l'Office québécois de la langue française traduit par « défilement morbide », le créateur de Livio a choisi d'exclure de son réseau social les algorithmes de recommandation, les publicités, les vidéos qui démarrent toutes seules. Quand l'utilisateur a vu les stories et autres contenus de ses amis, il a terminé, précise-t-il. L'application affiche alors un message indiquant qu'il n'y a plus de nouveaux contenus à faire défiler. Livio est une application actuellement disponible seulement sur iPhone. Rentabiliser un tel projet sans publicité, est-il possible? L'entrepreneur croit que oui, mais il préfère pour le moment développer une base d'utilisateurs qu'il compte consulter plus tard sur les manières de monétiser l'application. Chose certaine, assure-t-il, les façons de rentabiliser son projet ne seront pas liées au temps passé dans l'application. C'était un nouveau réseau social québécois rejette le doom scrolling, un texte de Félix Côté, paru le 3 août 2026 dans Info Bref. Voici l'impact insoupçonné de l'écriture à la main sur votre cerveau selon les neurosciences. Un texte de la rédaction paru le 2 août 2026 dans Futura Science. Dans notre monde ultra connecté, le stylo et le papier semblent relégués aux oubliettes. Pourtant, les neurosciences révèlent que l'écriture manuscrite stimule notre cerveau bien plus efficacement que la frappe au clavier. Des études montrent que nous mémorisons jusqu'à 30% mieux ce que nous écrivons à la main. Ce geste ancestral serait-il finalement une technologie cognitive irremplaçable? À l'heure où smartphones et tablettes envahissent nos vies, l'écriture manuscrite connaît un déclin sans précédent. Certains établissements scolaires abandonnent même l'enseignement de l'écriture cursive au profit des compétences numériques. Cette tendance inquiète pourtant de nombreux chercheurs qui observent les bénéfices cognitifs uniques liés à la pratique régulière de l'écriture à la main, des avantages qui dépassent largement le simple exercice de calligraphie. Pourquoi notre cerveau adore l'écriture manuelle? L'acte d'écrire manuellement engage simultanément plusieurs zones cérébrales. Lorsque nous traçons des lettres, notre cerveau active des circuits neuronaux complexes impliquant la motricité fine, la reconnaissance visuelle et le traitement du langage. Cette communication interrégionale crée une véritable symphonie cognitive. Les recherches du Dr Audrey van der Meer, neuropsychologue à l'Université norvégienne de sciences et de technologie, sont particulièrement éclairantes. En analysant les électroencéphalogrammes de jeunes adultes pendant différentes tâches d'écriture, son équipe a fait une découverte frappante. L'ensemble du cerveau était actif lors de l'écriture manuscrite, alors que seulement des zones restreintes s'activaient pendant la frappe au clavier. Ce phénomène s'explique notamment par la production d'ondes cérébrales spécifiques. Les oscillations alpha liées à l'attention soutenue
les ondes θ associées à l'encodage mémoriel, les ondes gamma facilitant l'intégration des informations, les circuits sensorimoteurs renforçant l'apprentissage procédural. L'apprentissage renforcé par le geste manuscrit. Les preuves scientifiques s'accumulent en faveur de l'écriture manuscrite comme outil d'apprentissage privilégié. Robert W. Willey, professeur de psychologie à l'Université de Caroline du Nord, a démontré son efficacité dans l'acquisition de nouvelles langues. Dans son étude sur l'apprentissage de l'arabe, les participants qui écrivaient manuellement les caractères les reconnaissaient plus rapidement et les prononçaient plus correctement que ceux utilisant un clavier. Écrire à la main active davantage de connexions entre les dimensions visuelles, motrices et auditives, explique-t-il. Cette multistimulation sensorielle favorise ce que les neuroscientifiques appellent l'encodage multimodal, un processus qui ancre plus solidement l'information dans notre mémoire à long terme. Pour les enfants, ces bénéfices sont encore plus marqués. Selon Melissa Prunty, ergothérapeute à l'Université Brunel de Londres, le processus cognitivo-moteur complexe d'association entre son et formation des lettres favorise significativement l'acquisition de la lecture et de l'orthographe. L'écriture manuscrite devient ainsi un catalyseur du développement intellectuel précoce. Renouer avec le papier à l'ère numérique. Face aux preuves scientifiques, plusieurs États américains réintègrent l'apprentissage de l'écriture cursive dans leur programme scolaire, malgré son retrait antérieur du tronc commun. En Europe, des chercheurs comme le Dr Van der Meer militent pour préserver cette compétence fondamentale. Continuer d'écrire à la main équivaut à entretenir une autoroute cérébrale très fréquentée. Pour les adultes immergés dans un environnement numérique, intégrer des moments d'écriture manuscrite quotidienne peut constituer un véritable entraînement cognitif. Naomi Susan Barron, linguiste à l'American University, a recueilli les témoignages de centaines d'étudiants confirmant qu'ils restaient plus attentifs et mémorisaient mieux lors de la prise de notes manuscrites. Des pratiques simples peuvent être adoptées pour bénéficier de ces avantages. 1. Tenir un journal manuscrit quotidien. 2. Prendre des notes à la main lors de réunions importantes. 3. Rédiger des listes de tâches sur papier. 4. Pratiquer régulièrement la calligraphie ou le dessin. L'équilibre digital et manuscrit. Loin de rejeter les technologies numériques, les spécialistes préconisent plutôt une approche hybride. Lisa Azizadeh du Brain and Creativity Institute souligne que le cerveau humain a évolué pour traiter les informations sensorielles et motrices bien avant l'invention des claviers. Utiliser ces circuits ancestraux tout en bénéficiant des avantages des outils numériques représente la voie la plus prometteuse. À l'avenir, les technologies pourraient même évoluer pour mieux intégrer les gestes d'écriture naturelle. Certaines applications innovantes permettent déjà de combiner les avantages de l'écriture manuscrite avec la flexibilité du numérique, ouvrant la voie à une coexistence harmonieuse entre ces deux modes d'expression. C'était « Voici l'impact insoupçonné de l'écriture à la main sur votre cerveau selon les neurosciences », un texte de la rédaction paru le 2 août 2026 dans Futura Science. Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 26 août. En 1883, début de l'éruption cataclysmique du Krakatoa.
Le volcan indonésien Krakatoa entame la phase finale et la plus violente de son éruption, qui culminera le lendemain dans une explosion catastrophique. Les grondements et les émissions de cendres se font déjà sentir sur une vaste partie de la région, semant la panique parmi les populations côtières. Cette éruption figure parmi les plus destructrices jamais enregistrées dans l'histoire moderne. Elle affectera durablement le climat mondial en raison des particules projetées dans l'atmosphère. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 26 août. L'église de Saint-Vallier, le lieu de culte qui a mobilisé un village. Un texte d'Ariane Godbout paru le 8 août 2026 dans Le Devoir. Ils font les manchettes régulièrement. Les maisons, églises ou autres bâtiments ancestraux dont l'état de dégradation scandalise et qui apparaissent souvent dans les médias lorsqu'il est trop tard pour les sauver. En filigrane, une question revient. Pourquoi et comment préserver le patrimoine du Québec? Dans cet article, l'église de Saint-Vallier. En 2011, la Fabrique a convoqué les citoyens pour leur dire qu'elle n'avait plus les moyens d'entretenir l'église, évoquant la possibilité que la municipalité l'achète, raconte Alain Vallière, maire de Saint-Vallier, village assis sur le bord du fleuve entre Lévis et Montmagny. Cette histoire, c'est aussi celle de centaines d'autres municipalités. Devant la baisse de la pratique religieuse, les fabriques paroissiales n'ont plus les moyens d'entretenir les églises. Se pose alors la question du sort à réserver à l'ancien lieu de culte. À Saint-Vallier, l'administration de l'époque ne voyait pas l'intérêt de racheter un tel bâtiment. Un avis que ne partageait pas Alain Vallière, alors simple citoyen. Je me suis levé et j'ai dit « C'est dommage que vous ayez pris cette décision. Il n'en demeure pas moins que ce bâtiment-là est un bâtiment phare, un bâtiment patrimonial auquel il faut au moins trouver une vocation. » Sans le savoir, il venait de franchir le premier pas d'un long engagement public. Trouver un usage. Un comité de réflexion sur l'avenir de l'Église s'est alors mis en place, composé d'une quinzaine de bénévoles, dont M. Vallière. À ses yeux, l'objectif était clair. Démontrer le potentiel d'utilisation de l'Église. Concerts, foires artisanales, 6 à 8 sur le parvis ont été organisés et ont permis aux citoyens de s'approprier le lieu d'une nouvelle manière et de cultiver, tranquillement, un attachement en dehors de sa dimension religieuse. L'architecture, contrairement à un tableau ou à un bijou, il y a un intérieur à ça. C'est fait pour être utilisé, remarque Lucie K. Morissette, titulaire de la chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain. Je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui qu'on va conserver du patrimoine pour conserver un patrimoine. On ne peut plus penser comme ça. Encore faut-il que les usages puissent être explorés par les citoyens, ce qu'ont permis les initiatives du comité de réflexion. Mais il est vite apparu qu'une sauvegarde pérenne du bâtiment nécessitait une acquisition par la municipalité. Le dilemme du centre communautaire. En 2013, on s'est présenté aux élections, on a été élu 6 sur 7, souligne Alain Vallière, qui est devenu conseiller municipal en même temps que d'autres bénévoles du comité. Le moment était propice. La municipalité cherchait de nouveaux locaux pour accueillir ses bureaux, de même qu'une nouvelle salle communautaire. Le village a fait face à un dilemme classique dans le domaine du patrimoine. Typiquement, on a une vieille église, on veut construire un centre communautaire. Au lieu de garder l'église, on va la démolir pour construire le centre, dont la construction va coûter moins cher a priori.
déplore Lucie K. Morissette. Fallait-il adapter l'église ou la démolir pour construire un centre communautaire? L'option la moins chère, c'était véritablement la transformation, affirme M. Vallière, soulignant que la destruction du bâtiment entièrement en béton aurait coûté à elle seule 750 000 $, une somme non admissible aux subventions, contrairement aux travaux de reconversion. Ces derniers ont coûté 600 000 $ à la municipalité, une fois déduites les aides gouvernementales de 1,8 million que l'administration est allée chercher. Au-delà des coûts directs liés à la préservation du bâtiment, sa destruction a également un coût indirect qui est souvent sous-estimé, souligne Mme Morissette. Il y a un coût d'enfouissement des déchets de construction. Ça coûte extrêmement cher aux municipalités et pas juste en crédit écologique, fait-elle valoir. Ce qu'on ne calcule pas non plus, c'est ce que rapporte l'attachement, l'identité en valeur foncière dans le temps long. Contrer les rumeurs. L'acquisition de l'édifice par la municipalité en 2016 et sa reconversion ne se sont cependant pas faites sans embûches, des rumeurs circulant sur le délabrement de l'Église ou la prétendue impossibilité d'avoir accès à des subventions pour la transformer. Ça a été émotif, reconnaît M. Vallière, mais ça n'aurait pas été possible sans que les citoyens, majoritairement, l'aient voulu. Selon lui, les Valliérois se réjouissent aujourd'hui de la reconversion de l'Église qui abrite les bureaux de la municipalité, la bibliothèque locale, la salle communautaire et un lieu de rassemblement sur le parvis. Il y en a plusieurs qui sont venus me voir pour me dire qu'ils étaient contre, mais qui reconnaissaient aujourd'hui que c'était un beau projet, qu'ils étaient fiers, note M. Vallière, qui est devenu depuis 2021 maire du village. À ses yeux, préserver un tel bâtiment est une manière d'honorer le travail des ancêtres tout en offrant des occasions de rassemblement. Profitons de cette protection que l'on doit à notre patrimoine pour rassembler les gens, trouver des points communs et converger vers des projets grâce auxquels on sera fier de ce qui a été fait par le passé. C'était l'église de Saint-Vallier, le lieu de culte qui a mobilisé un village, un texte d'Ariane Godbout paru le 8 août 2026 dans Le Devoir.